Bonjour, bonjour les costis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce podcast. Alors, vous avez vu ma vidéo où OMG, où je vous apprenais en fait que j'avais perdu donc ma cellulite et du poids. Donc je vais vous mettre le lien. En un mois, en suivant donc ce protocole, ce régime ou ce rééquilibrage alimentaire sans lectine, eh bien voici ce qui s'est passé pour moi entre le avant et le après. J'ai mangé plus qu'à ma faim, sauf que c'est qu'il faut comprendre que oui, il y a des aliments sains, mais qui vont eh bien altérer notre santé et favoriser les prises de poids. C'est donc le sujet de ce PDF que je vais vous lire pour bien comprendre. En toute confidence, je suis contre les régimes dans ma vie. C'est Sylvain qui m'a parlé de la première fois de ce phénomène des intestins qui fuient. Et j'y croyais pas trop. Moi, pour moi, ma prise de poids, mon problème intestinal, c'était à cause de la cigarette. Et c'était pas à cause des aliments que je mangeais. J'étais persuadée de manger sainement. Et c'est quand je suis tombée, entre autres, sur ces études et ces médecins qui disent que ben oui, il y a des aliments sains qui font ça sur notre corps, que j'ai un petit peu ouvert mes écoutilles et que là, je me suis renseignée, je me suis documentée. Et c'est ce que je veux vous partager aujourd'hui parce que je pense qu'il est vraiment très important pour tout le monde de prendre connaissance de ce phénomène sur certains aliments. Voilà. C'est aussi que du bonheur, car j'ai dans ma vie découvert ce que c'était de prendre du poids, de pas maîtriser sa prise de poids et puis d'être vraiment complexé, de voir son corps changer. Et quand je vois qu'il y a certaines personnes qui ont un lien dans le médical, qui m'ont dit que c'était normal parce que je m'approchais de la ménopause et qu'il fallait que j'accepte de voir ma cellulite sur mes cuisses et ma prise de poids, avoir un gros ventre, en me disant mais regardez madame autour de vous, beaucoup de femmes sont comme ça. Ça la fout mal et puis il nous l'implante dans la tête et on finit par le croire que c'est une fatalité. Non les filles, ce n'est pas une fatalité. On est dans le début, la médecine est dans le début de comprendre réellement ce qui se passe. Il y a, oui, peu d'études scientifiques. C'est nouveau, donc il n'y a pas réellement de recul qui avance qu'on perd du poids. Mais moi, tout ce que je peux vous dire, les filles et les garçons, je l'ai fait. Je l'ai fait pendant 15 jours et j'ai déjà vu un confort intestinal. Et à plus d'un mois, les résultats sont visibles, vraiment visibles. C'est pour ça vraiment que je le partage avec vous, car moi-même, j'étais critique. Le mot régime, je voulais pas en entendre parler. Quand on m'avançait ce genre de propos, je voulais pas y croire. Je voulais pas y croire que la tomate c'était dangereux pour mes intestins. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bien sûr que la tomate c'est quelque chose de sain qui n'est pas dangereux forcément quand on a les intestins qui fonctionnent très bien. Sauf que quand on a un ventre comme ça et qu'on mange raisonnablement et que on ne comprend pas pourquoi on stocke du gras et qu'il y a complètement un déséquilibre dans notre corps qui se crée, il y a une cause. Et cette cause, il y a des médecins qui s'efforcent de faire des études scientifiques pour ça. Et ils le diffusent sur Internet. Et moi-même, aujourd'hui, en tant que lambda, en tant que personne qui a eu un problème et qui a essayé, juste essayé, de changer son alimentation, voilà ce qui s'est passé. Eh ben oui, il faut accepter qu'on nous a appris des choses dans le passé sur certains aliments, mais aujourd'hui c'est remis en cause. La médecine évolue et il faut s'en informer. Voilà. Allez, c'est parti. Extrait du livre The Plant Paradox. Le paradoxe des plantes.
Les dangers cachés dans les aliments sains qui engendrent des maladies et des prises de poids, Gondry, M.D., Stephen R. Appers et Collins, New York, avril 2017. Ce document présente des extraits du livre qui nous ont paru intéressants pour comprendre les tenants et aboutissants d'un régime sans lectine. Ces extraits sont repris dans l'ordre de la lecture du livre. Nous avons gardé les références de position pour la commodité du retour au texte original, dans l'édition anglaise en version Kindle. Le second document de synthèse a été produit. Il réorganise et structure les détails sélectionnés. La liste complète des aliments autorisés avec peu ou pas de lectine et de ceux interdits qui en possèdent beaucoup est mise à la fin du document. Cette liste est l'élément clé pour ceux qui veulent concrètement suivre ce régime. Ces extraits et la synthèse associée ne remplacent pas la lecture du livre complet en anglais. Puisse ce régime vraiment intéressant améliorer la santé de nos lecteurs. Partie 1. Le dilemme alimentaire. Les lectines sont des protéines qui s'agrègent à des molécules spécifiques, d'où leur nom, celles qui font l'élection d'une molécule spécifique, à la surface des cellules et qui empêchent ces dernières de fonctionner, à la manière dont les anticorps s'agrègent aux antigènes et étouffent une bactérie donnée. Elles sont produites par les plantes pour dissuader les prédateurs animaux de les manger. Les invités mènent à revoir bien des idées reçues de nutrition. C'est l'intérêt de ce texte. Nous verrons si ces questions qui sont régulièrement discutées dans les congrès de cardiologie depuis quelques années seront confirmées. Si c'est le cas, il s'agira d'une révolution diététique importante, en particulier à propos des céréales et autres graines. Voici d'emblée un paragraphe qui résume l'idée principale du livre. L'affinage des céréales pour rendre la farine blanche est donc bon, comme nous l'avons dit précédemment. En effet, toutes les civilisations ont essayé de se débarrasser des lectines qui rendaient les gens malades. Donc, depuis 10 000 ans, l'humanité essaie de faire du pain blanc car la grande majorité des méchantes lectines, en particulier l'agglutinine de germe de blé, AGB, sont dans le son, l'enveloppe, la coque des céréales, ce qui rend le pain brun. La plupart des civilisations ont réussi à se débarrasser du son. Pensez aux baguettes françaises ou aux pâtes blanches italiennes. Les Italiens ne toléraient jamais des pâtes à base de grains entiers. Pendant ce temps, le pain brun était relégué aux pauvres. La même leçon s'applique au riz, l'aliment de base de 4 milliards de personnes. Au cours des 8000 ans que le riz a été cultivé, pourquoi a-t-on fait tant d'efforts pour enlever le son et créer un riz blanc? Eh bien, le son contient les lectines. Et ces peuples intelligents ont compris pourquoi et comment les éliminer. La guerre entre les plantes et les animaux. Plus les malades mangeaient d'œufs, plus leur taux de cholestérol était bas. Oui, vous me lisez correctement. Manger des jaunes d'œufs réduit considérablement le cholestérol total. Comme je l'ai dit dans l'introduction, oubliez tout ce qu'on vous a dit là-dessus. Les humains et les autres mangeurs de plantes ne sont pas les seuls avec un programme de survie. Tout simplement, les plantes ne veulent pas être mangées. Et qui peut le leur reprocher? Les plantes
sont apparus sur Terre il y a environ 450 millions d'années. Bien longtemps avant que les premiers insectes n'arrivent, c'est-à-dire 90 millions d'années plus tard. La disponibilité des fruits et légumes toute l'année vous rend malade et en surpoids. La douceur de la couleur jaune attire votre cerveau, un fait que les spécialistes du marketing alimentaire connaissent depuis longtemps et ont employé. La prochaine fois que vous serez dans les rayons alimentaires d'un supermarché, consultez l'emballage et vous verrez que le marketing est dominé par ces couleurs chaudes. L'exposition à l'oxyde d'éthylène change la couleur pour que le fruit apparaisse mûr et prêt à manger. Mais le contenu de lectine reste élevé car le revêtement protecteur de la graine n'a jamais complètement mûri et le fruit n'a jamais rendu le message de la plante. La plante mère pour réduire son contenu de lectine. Encore une fois, lorsque les fruits sont autorisés à mûrir naturellement, la plante mère réduit la quantité de lectine entourant les graines, dans les fruits et la peau, puis communique cette information aux animaux éventuellement, consommateurs, en changeant de couleur. Grâce au contenu élevé de lectine, manger des fruits cueillis trop tôt est préjudiciable à votre santé. C'est une des raisons pour laquelle, dans la partie 2, je recommande que vous mangiez uniquement des produits cultivés localement, et ce, seulement pendant des périodes précises de l'année. En Europe, la plupart des fruits hors saison sont cultivés en Israël ou en Afrique du Nord. Parce qu'il ne faut pas parcourir de longues distances pendant plusieurs jours. Ils peuvent être choisis mûrs et ne doivent pas être traités avec des gaz de conservation. Il est possible que le fait de manger ces fruits naturellement mûrs, avec une teneur plus faible en lectine, aide à expliquer pourquoi les Européens sont généralement en meilleure santé et plus minces que les habitants vivant de l'autre côté de l'Atlantique. Ces substances de défense des plantes contre leurs prédateurs animaux comprennent les phytates, souvent appelés facteurs antinutritionnels, qui empêchent l'absorption de minéraux dans l'alimentation. Les inhibiteurs de la trypsine, qui empêchent les enzymes digestives de faire leur travail, entravent la croissance du prédateur, et les lectines, qui sont conçues pour perturber la communication cellulaire chez le prédateur, causent notamment des lacunes dans la barrière de la paroi intestinale, une condition connue sous le nom de porosité intestinale. L'idée de richesse en grains entiers est une idée complètement fausse, comme vous l'apprendrez au chapitre 2. Le Mimosa pudenda est une plante qui se défend de ses prédateurs par le pliage défensif de ses feuilles en réponse au toucher. En fait, le comportement de pliage des feuilles est prononcé et persistant quand la plante se développe dans une zone où elle a été particulièrement sujette à des agressions, que lorsqu'elle se développe dans une zone non perturbée. Les plantes répondent également au rythme circadien, tout comme les humains
et les autres animaux. Dans une étude, les chercheurs ont constaté que le gène dit de l'horloge dans les plantes détermine l'heure du jour où une plante produira un insecticide pour coïncider avec la période où un prédateur risque d'arriver. Lorsque les insectes commencent à manger des feuilles d'un côté d'une plante, le contenu de la lectine double presque immédiatement de l'autre côté. C'est ainsi que la plante lutte vaillamment pour éviter d'être mangée. À méditer, 94% des humains naissent avec des anticorps contre la lectine présente dans les arachides. Partie 1. Le dilemme alimentaire. Les lectines se lient également à l'acide sialique, une molécule de sucre présent dans l'intestin, dans le cerveau, entre les terminaisons nerveuses, dans les articulations et dans tous les fluides corporels, y compris les vaisseaux sanguins de tous les animaux. Les lectines sont parfois appelées protéines collantes en raison de ce processus de liaison, ce qui signifie qu'elles peuvent interrompre les messages des cellules entre elles ou provoquer d'autres réactions toxiques ou inflammatoires, comme nous le verrons plus tard. Par exemple, lorsque les lectines se lient à l'acide sialique, un nerf est incapable de communiquer son information à un autre nerf. Si vous avez déjà expérimenté un déclin cognitif temporaire, vous pouvez remercier pour cela les lectines. Croyez-le ou non, certaines personnes, celles qui sont les plus sensibles aux lectines, sont plus sujettes aux virus et aux infections bactériennes que d'autres. Pensez à cela s'il vous semble tomber malade plus souvent que vos amis. Les anciens êtres humains ont développé une multitude de façons de traiter les lectines. Malheureusement, les modernes ne sont pas aussi habiles. Au lieu de cela, si nous mangions quelque chose qui ne nous correspond pas ou qui nous rend malade, nous trouvons ou inventons quelque chose, pensez au Nexium, un réducteur d'acide gastrique, ou à un médicament comme l'ibuprofène qui diminue la douleur, pour pouvoir continuer à manger une substance conçue pour détruire nos tissus, nous causer de la douleur ou du moins nous affaiblir. Si elle était laissée à elle-même, les vaches ne consommeraient jamais de maïs et de soja. Leur alimentation naturelle est constituée d'herbes et autres fourrages. Mais c'est exactement avec cela qu'elles sont nourries dans les fermes industrielles. Les lectines dans le maïs et le soja sont beaucoup plus efficaces que l'herbe pour rendre la vache plus lourde et lui donner un meilleur taux de graisse. Lorsque les vaches et d'autres animaux mangent des aliments à base de céréales ou de soja, deux types d'aliments pleins de lectine, ces protéines se retrouvent dans le lait ou la viande des animaux. La même chose se produit avec la viande et les œufs de poule, élevés à partir d'aliments pleins de lectine. Idem pour les poissons de pisciculture qui sont également élevés au soja et au maïs. Parce qu'ils avaient été nourris de poissons. Le poulet était en fait un poisson.
à ce moment-là, je n'avais pas réfléchi au fait qu'un poulet nourri avec du maïs ou du soja ne devait pas être un poulet, mais plutôt un grain ou un haricot sur pattes. Savoir comment la nourriture que vous mangez a été cultivée et élevée n'est pas seulement un choix de vie écologique. Cela affecte également et directement votre santé. Il existe maintenant des preuves concluantes que les légumes et les fruits issus de l'agriculture biologique contiennent plus de vitamines et de minéraux que les produits conventionnels, mais ils contiennent surtout plus de polyphénols. Même les animaux ayant bénéficié d'une nourriture biologique et les animaux dits élevés en plein air contiennent ces lectines, car ils sont également nourris avec du soja et du maïs, même si ces derniers sont issus de l'agriculture biologique. Et par ailleurs, il est parfaitement légal de garder un animal à l'intérieur d'un entrepôt toute sa vie et de dire qu'il a été élevé en plein air aussi longtemps qu'une porte donnant sur l'extérieur est ouverte pour seulement 5 minutes par jour. Il y a une grande différence entre un hamburger, ou du lait, ou du fromage, fabriqué à partir d'une vache qui broutait l'herbe en été et mangeait du foin en hiver, et un hamburger fabriqué à partir d'un animal élevé dans un entrepôt, mangeant du maïs et du soja, tous deux riches en lectine. Pour commencer, il y a une différence entre le rapport des acides gras oméga 3 et oméga 6, sauf certaines exceptions. Les acides gras oméga 6 sont inflammatoires et les acides gras oméga 3 sont anti-inflammatoires. L'herbe contient des oméga 3 en plus grande proportion. Remarquablement, ces mêmes graines de soja et de céréales rendent les vaches beaucoup plus grosses que le nombre équivalent de calories dans l'herbe. Cela signifie que la source des calories joue un rôle important dans la façon dont vous les métabolisez. Success story. Yvonne K., une femme de 50 ans originaire de Los Angeles, souffrait de douleurs articulaires, de fatigue et d'éruptions cutanées sévères malgré la prise de médicaments immunosuppresseurs et la pratique de la méditation. Après qu'un ami lui ait suggéré de me voir, je l'ai mis à mon programme Plante Paradoxe. En 1 mois, les douleurs articulaires, la fatigue et la plupart des éruptions cutanées ont été réglées. Elle stoppa ses médicaments immunosuppresseurs et continua à bien aller. Une stratégie de défense en 4 volets que nous allons décrire nous protégera contre les effets toxiques des plantes et spécifiquement des lectines. La prochaine fois que votre nez sera hypersensible et coulera après avoir mangé des aliments épicés, vous saurez que vous venez de manger des lectines. Cette dose supplémentaire de mucus piège non seulement les lectines que vous venez de manger, mais ajoute également un revêtement supplémentaire à votre œsophage pendant que votre repas descend, toujours pour le protéger des lectines. Plus vous avez mangé de lectines végétales particulières, plus vous avez produit des bactéries intestinales
spécialement conçus pour les désamorcer. C'est pourquoi, si vous éliminez tout le gluten de votre alimentation, les bactéries mangeuses de gluten mourront aussi. Puis, quand vous vous remettrez à manger du gluten, ou quelque chose dont vous ne réalisez pas qu'il contient de gluten, vous ne pourrez pas les digérer. Et cela vous causera des perturbations. La première mission des lectines est de séparer ce qu'on appelle des jonctions serrées entre les cellules pavimenteuses de l'intestin qui représentent le premier revêtement de la paroi intestinale. Un mur dont l'épaisseur fait juste d'une seule cellule pavimenteuse est responsable de cette immense frontière, d'où la fragilité du système. Si une ou plusieurs des 4 lignes de défense détaillées ci-dessous cèdent, les lectines peuvent séparer de force les jonctions serrées de la paroi intestinale en utilisant leur lien avec les récepteurs de certaines cellules pour produire un composé chimique appelé zonuline. Pensez au moment où une écharde pénètre sous votre peau et comment votre corps réagit en attaquant l'écharde avec des globules blancs, créant un gonflement et de la rougeur. Bien que vous ne puissiez pas voir cette réponse contre les lectines lorsqu'elles pénètrent dans votre corps, je vous assure que cette invasion incite votre système immunitaire à répondre de la même manière, c'est-à-dire par l'inflammation. Nous ne devrions pas être surpris de découvrir que les plantes font délibérément des lectines, qui sont pratiquement indiscernables des autres protéines du corps, une tactique appelée mimétisme moléculaire, pour semer la confusion dans notre système immunitaire. Nos cellules du système immunitaire et d'autres cellules utilisent des lecteurs, code barre, appelés TLR, récepteurs de type TOL, c'est-à-dire douane, pour identifier les protéines amies ou ennemies. Certains de ces composés produits par les nouvelles formes de plantes sont si récents que la plupart de nos ancêtres ne les ont jamais rencontrés, jusqu'à il y a 500 ans. Et certains d'entre eux, les plus mauvais, n'ont été rencontrés que depuis ces 50 dernières années. Nous rentrerons dans plus de détails sur les effets insidieux du mimétisme moléculaire dans le chapitre 2. Pour avoir une action normale, le récepteur de l'insuline qui arrive sur la paroi des cellules doit être ouvert et disponible. Cependant, les lectines peuvent, favorisant ainsi le prédiabète, occuper cette place et empêcher donc un bon fonctionnement de l'insuline. Agglutiner du germe de blé donne une troublante ressemblance avec l'insuline. Il peut s'attacher au récepteur de l'insuline comme s'il s'agissait de la véritable molécule d'insuline. Mais contrairement à l'hormone réelle, il ne s'en ira jamais.
avec des résultats dévastateurs, comprenant une réduction de la masse musculaire, l'arrêt de l'alimentation des cellules cérébrales et nerveuses et une grande accumulation des graisses. Voilà qui ne va pas dans le sens de la bonne santé. Le programme Plant Paradox est en fait un programme centré sur le microbiote et les mitochondries qui exige une gamme variée de bons aliments végétaux au bon moment, préparés de la bonne façon et dans les bonnes quantités. Les poissons de haute mer seront la source de la plupart des protéines animales que vous mangerez dans ce régime. C'est pourquoi je l'appelle régime alimentaire végétarien. Naturellement, en tant que professeur de longue date à l'école de médecine de l'université Loma Linda, une institution végétarienne adventiste du 7e jour, je propose également une approche pour les végétariens et végétaliens leur permettant d'atteindre une santé optimale. Il faut tout d'abord éviter l'ouverture forcée du mur de l'intestin. Tant que vous ferez cela, vous ne ferez qu'écoper l'eau du bateau qui coule. Tant que vous ne boucherez pas les trous et que vous n'arrêterez pas d'en créer de nouveaux, le bateau et vous-même continueront de sombrer. Nous allons aussi faire exploser le mythe de beaucoup de soi-disant aliments sains, qui, comme vous l'apprendrez, sont en fait les causes cachées de maladies cardiaques, du diabète, de l'arthrite, de l'obésité et de toutes sortes de maladies auto-immunes. Une arme de guerre contre les lectines des plantes, le feu. La cuisson décompose en partie de nombreuses lectines. De plus, c'est un moyen facile de briser le mur cellulaire d'une plante. Auparavant, seules les bactéries intestinales étaient capables de ces deux exploits. Cela a permis à nos premiers ancêtres d'évoluer de manière à réduire considérablement la quantité d'énergie à la surface des intestins nécessaire à la digestion. Un changement qui rendait les calories plus accessibles à notre cerveau, un organe fort exigeant en énergie. De nouvelles lectines sont entrées dans nos entrailles pour la première fois depuis des millions d'années, et nous étions, et sommes toujours, mal préparés à leur digestion. Mais, comme vous le comprendrez bientôt, les céréales et les haricots étaient à la fois les meilleures et les pires choses qui auraient pu arriver à notre espèce. Nous en revenons au titre de ce livre, Le paradoxe des plantes. Vous venez d'apprendre qu'il y a deux sortes de graines, celles avec et celles sans enveloppe protectrice. Les lectines dans les plantes à une feuille, monocotylédon, comme les herbes qui n'ont qu'un seul brin, ou les céréales, sont totalement différentes des lectines dans les plantes à deux feuilles ou plus, qu'on appelle bicotylédons, les feuilles d'arbres, les épinards et autres. De sorte que les ensembles de microbes intestinaux chez les brouteurs et les habitants des arbres, dont les singes et l'espèce humaine proviennent, ont aussi évolué en deux voies distinctes.
Les souris et les rats ont évolué comme mangeurs de céréales il y a au moins 40 millions d'années et ont mis bien plus de temps pour devenir tolérants à ces lectines. De l'ordre de 4000 fois plus longtemps que nous les humains. Les rongeurs ont également des centaines de fois plus d'enzymes appelées protéases dans leur intestin pour décomposer les lectines dans les graines. Ce qui signifie que la paroi intestinale d'un rongeur n'est pas sous la menace constante des lectines, à l'inverse de votre intestin. L'avènement de la révolution agricole, il y a environ 10 000 ans, signifiait qu'une toute nouvelle source de nourriture, les céréales et les légumineuses, sont devenues rapidement l'aliment de base de la plupart des cultures. À ce moment-là, le régime alimentaire de l'homme a basculé principalement des feuilles, des tubercules et de certaines graisses et protéines animales vers les céréales et les légumineuses. Jusqu'à présent, le microbiote humain n'avait jamais rencontré de lectines des graminées dont font partie les céréales, ou des légumineuses, et par conséquent, les bactéries intestinales humaines. Les microbes et le système immunitaire de l'être humain n'avaient aucune expérience de leur contact. Toutefois, l'analyse de milliers de restes égyptiens momifiés a révélé que l'état de santé de ces mangeurs de blé n'était pas bon. Ils sont morts de surpoids avec des artères bouchées. Leurs dents étaient également décomposées par un régime riche en graines, pleines de sucre simple et usées jusqu'aux gencives pour le broyage des graines. En 1932, les chercheurs ont découvert que de faire prendre à de jeunes enfants ayant des caries et des dents mal formées un régime sans farine d'avoine, mais enrichi en vitamine D et en huile de foie de morue, pendant une période de 6 mois, a abouti à l'élimination presque complète de nouvelles caries et à la réduction de taille des caries existantes. Nos ancêtres ont trouvé des façons de minimiser les efforts des lectines après que la révolution agricole les ait amenés dans nos assiettes, en utilisant la fermentation et d'autres et diverses autres techniques de préparation ingénieuses. En effet, il est clair que, sans les céréales et légumineuses, la civilisation comme nous la connaissons n'aurait pas pu se développer. Nous serions restés dans un état de famine chronique. C'est là le paradoxe des plantes. Du lait au lieu de la caséine normale A2. Pendant la digestion, la caséine A1 est transformée en une protéine qui ressemble fort aux lectines et qui est appelée bêta-casomorphine. Cette protéine s'attache aux cellules productrices d'insuline du pancréas, connues sous le nom de cellules bêta, ce qui provoque une réaction auto-immune contre le pancréas des personnes qui consomment du lait ou du fromage provenant de ces vaches. Ceci est probablement la principale cause de diabète de type 1. Les vaches, chèvres et moutons d'Europe du Sud continuent de produire du lait de caséine, A2. Mais
Parce que les vaches produisant la caséine A1 sont plus robustes et produisent plus de lait, les agriculteurs les préfèrent. La race de vache la plus répandue dans le monde est la Holstein, dont le lait contient cette caséine A2. La Holstein, noire et blanche, est l'exemple classique de la vache A1, tandis que la Guernesey, j'espère que je prononce bien, la brune des Alpes et la blanche bleue belge sont toutes caséine A2. C'est pourquoi je recommande que, si vous consommiez des produits laitiers, vous optez uniquement pour les produits issus de vaches produisant de la caséine A2. Les épiceries de la côte ouest américaine ont récemment commencé à en vendre. Une alternative serait d'utiliser des produits de lait de chèvre ou de mouton pour être en sécurité, car ils n'ont pas eu cette mutation toxique il y a 10 000 ans. Cette patiente était arrivée à la cinquantaine. Elle avait décidé que le fait de passer le restant de sa vie avec des médicaments immunosuppresseurs qui pourraient favoriser le cancer n'en valait pas la peine. Au lieu de cela, elle a arrêté les médicaments et a commencé le programme Plant Paradox. Elle a réussi de cette façon à guérir ses troubles, mais un jour, elle s'est trouvée chez une amie qui lui a proposé un bon yaourt de la ferme, d'à côté. Elle l'a refusé, en donnant comme justification que ce n'était pas la bonne race de vache, ce qui a fait que son amie critiqua son régime, en disant qu'il était ridicule, comme si la race de vache pouvait faire la différence. Alison se mit aussi à rire et reconnut que c'était stupide et qu'un petit peu de yaourt ne pouvait sûrement pas faire de mal. Donc, pour être polie, elle mangea quelques cuillères à soupe de yaourt. Cette nuit-là, elle se réveilla avec 3 doigts de sa main gauche enflés et rouge vif. Elle m'a appelée. Non pas paniquée, mais ravie. Elle avait vérifié que c'était bien la race de la vache qui avait causé son trouble, après tout. La moitié des aliments que l'on vous a dit de manger pour avoir une bonne santé sont en fait des plantes nouvelles dont le genre humain n'avait pas connaissance auparavant. Ce qui signifie que votre corps, vos bactéries intestinales et votre système immunitaire sont mal préparés à les tolérer. Apprendre à connaître une nouvelle lectine en 500 ans, voire même 5000 ans, est l'équivalent d'une session de speed dating, c'est-à-dire d'une rencontre ultra rapide pour l'évolution. Ces causes de troubles sont particulièrement novices si nous tuons la plupart de nos microbiotes quotidiennement en intégrant certains médicaments, y compris les antibiotiques et d'autres substances telles que les édulcorants artificiels, ou encore en choisissant la restauration rapide ou la nourriture traitée. Le maïs, le soja et le blé, tous remplis de lectine, se retrouvent dans la plupart des aliments transformés. La charge de lectine sur les humains est plus élevée que jamais. Mais il y a beaucoup plus à dire à ce propos. Dans ce même laps de temps de 5 décennies, un assaut d'herbicides,
de biocides, de médicaments, d'engrais, d'additifs alimentaires, de produits pour la peau et autres produits chimiques ont également perturbé notre système de communication intérieure et nos microbes dans l'intestin. Ce régime sans lectine va bouleverser vos concepts de ce qui constitue des aliments sains. De bons aliments, de mauvais aliments et même des aliments biologiques. Et cela vous amènera certainement à remettre en question les directives diététiques américaines. Plus de 43% du budget alimentaire moyen des ménages est dispensé à l'extérieur de la maison, contre un peu moins de 26% en 1970. C'est dire que nous sommes plus exposés aux aliments industriels et tout préparés. Nous avons oublié ou ignoré des moyens éprouvés pour neutraliser les effets négatifs de la consommation de certains aliments contenant des lectines, comme par exemple la fermentation. Même nos légumes sains n'ont pas poussé avec l'aide précieuse des bactéries du sol, qui ont été anéanties par les techniques agricoles modernes et les biocides. Les niveaux de zinc et de magnésium, éléments clés qui empêchent le diabète et le syndrome métabolique, ont également diminué de façon significative dans le sol. Bien que nous les associons pas nécessairement à l'obésité et d'autres problèmes de santé, les produits non alimentaires, tels que les médicaments en vente libre ou sur ordonnance, les assainisseurs d'ambiance, les désinfectants pour les mains et d'innombrables autres perturbateurs endocriniens ne sont pas seulement un problème à part entière, mais aggravent aussi les effets négatifs de la consommation de lectine. L'ironie du sort voulait que la plupart de mes patients atteints de maladies mangeaient déjà des aliments sains. Ou du moins, c'était ce qu'ils pensaient. Dans le régime alimentaire que j'ai recommandé initialement à mes patients, étaient bannis les aliments de couleur blanche, tels que la farine, le sucre, les pommes de terre et le lait, et étaient limités les aliments bruns, tels que les céréales entières et les légumineuses. Mais quand j'ai ensuite enlevé toutes les graines et pseudo-graines, quinoa, sarrasin, etc., avec toutes les légumineuses, y compris le tofu, l'édamane et d'autres produits à base de soja, mes parents s'en sont portés d'autant mieux. Il semblait que lorsque je supprimais les aliments les plus supposés sains, la santé de mes patients en était améliorée. Leur cancer avait régressé ou avait disparu, ou, vous avez bien lu, tout comme leur diabète de type 2, la maladie coronarienne, la fibromyalgie et les maladies auto-immunes. Comment cela pouvait-il advenir? Après tout, nous avons mangé ces aliments sains pendant des milliers d'années. Ou bien, l'avons-nous fait vraiment pendant des centaines de milliers d'années auparavant? Dans une large mesure, votre santé individuelle dépend de la santé de votre muqueuse intestinale, de votre microbiote et des instructions qu'il communique à votre système immunitaire.
et il est devenu clair pour moi que les lectines sont à la tête de la bataille qui se passe dans votre corps. Même élevés de façon biologique, certains aliments chargés en lectines sont la cause de ce que l'on appelle les maladies auto-immunes, tandis que l'évitement des lectines chez mes patients, ainsi que dans les études publiées dans la littérature scientifique, s'est avéré être à l'origine de la guérison de maladies auto-immunes. La moitié des patients restaient en rémission, ce qui signifiait que leur intestin avait guéri. Mais la polyarthrite rhumatoïde a récidivé pour l'autre moitié des patients qui prenaient un régime végétalien. En fait, mes études ont montré que manger des aliments sains, riches en lectines, cause la polyarthrite rhumatoïde. Nous avons besoin de repenser notre définition des aliments sains, qui devrait inclure des aliments moins riches en lectines. Ces tests ont également montré le marqueur de la sensibilité aux lectines, un examen que je fais régulièrement à mes patients. Ainsi, nous avons mis en place le programme Plan de Paradoxe et arrêté les médicaments de ce patient. Cela a été dur dans un premier temps. Nous avons utilisé des composés anti-inflammatoires naturels, tels que l'extrait de Bowillia et des doses élevées d'huile de poisson et de vitamine D3. Et contrairement à la première fois, sa polyarthrite rhumatoïde n'a pas repris 7 mois après l'accouchement, en dépit du fait d'être un accro de fitness. Son mari avait été en proie à des problèmes chroniques de sinus qui ont disparu dès qu'il a commencé le programme. D'autres personnes montrent une sensibilité au gluten dans une palette de symptômes, comprenant des épisodes temporaires de déclin cognitif, des douleurs articulaires et de l'inflammation. Toutes les nourritures au gluten contiennent des lectines. Bien que les aliments contiennent des lectines, ne contiennent pas tous les protéines végétales connues sous le nom de gluten. Ce qui est peut-être pire est que presque tous les grains et pseudograins contiennent des lectines proviennent du type de gluten. Et il y a des milliers d'autres lectines. Malheureusement, le régime américain standard, justement abrégé en SAD, Standard American Diet, ce qui signifie aussi en anglais triste, bat son plein. En outre, beaucoup d'autres lectines sont plus nuisibles que le gluten. Les produits appelés sans gluten sont en réalité pleins de lectines sous la forme de farine issue de maïs, d'avoine, de sarrasin, de quinoa et d'autres céréales et pseudo-céréales, ainsi que du soja et d'autres légumineuses. Cela explique pourquoi tant de gens que je vois dans l'exercice de ma fonction et qui ont éliminé l'orge, le seigle, l'avoine et le blé continuent d'avoir des problèmes digestifs et autres problèmes de santé, y compris l'embonpoint ou l'insuffisance pondérale, surtout s'ils mangent des produits sans gluten, mais pas sans lectine. En fait, la prise de poids est un résultat fréquent du régime sans gluten. Une autre question peut se poser lorsque l'on va vers
du sans gluten. On a des bactéries qui consomment du gluten. Mais si l'on soustrait tout le gluten de notre alimentation, la source d'approvisionnement pour ces bactéries disparaît et ces dernières disparaissent. Ensuite, si vous êtes exposé à du gluten, à une date ultérieure, comme cela sera le cas certainement, celui-ci vous créera des problèmes encore plus immenses qu'avant. Clarence V. s'est guéri du diabète de type 2 avec mes changements alimentaires. Néanmoins, lorsque plus tard je lui ai diagnostiqué une maladie cœliaque, il a commencé à manger des pains et cookies sans gluten, qui sont riches en sucre. Logiquement, il est redevenu diabétique. Lorsqu'il a compris ce qui s'était passé, il a stoppé une partie de ses produits et fut alors capable de lutter contre les deux maladies. Mais son histoire ne se finit pas là. Le diabète de Clarence avait provoqué un très faible taux de testostérone. Il avait confirmé à sa femme de 42 ans qu'il était stérile, dont les deux ne prenaient plus de moyens de contraception. Mais quand il s'est guéri du diabète, en réduisant le sucre et les protéines animales, son niveau de testostérone a augmenté. Et voilà que sa femme est tombée enceinte. Bien que le blé puisse être notre graine préférée, elle n'est pas notre amie. Que vous ayez ou non reçu un diagnostic de maladie cœliaque. Le blé crée une dépendance, agissant comme un opiacé, une drogue dans votre cerveau. Comme la plupart des gens, vous tolérez ces effets néfastes parce que vous en êtes accro. Les graines accompagnées d'antibiotiques ont le même effet sur les humains, jouant un rôle majeur dans nos statistiques catastrophiques en matière de santé. Selon les centres américains de recherche sur les maladies, 70% des adultes américains sont en surpoids et 38% d'entre eux sont obèses. Il y a 20 ans, moins de 20% étaient obèses. Malheureusement, le surpoids est la nouvelle norme et les lectines jouent un grand rôle dans cette crise où l'obésité se répand de façon inquiétante. Et souvenez-vous, notre apport en blé ne provient pas seulement des céréales que nous mangeons directement. Depuis que nous nourrissons les animaux qui finissent sur notre table de céréales, de haricots et d'antibiotiques, ce ragoût toxique se retrouve dans notre corps, créant une tempête qui devient encore plus dangereuse lorsque nous surutilisons les antibiotiques à large spectre. À la fois le public et les médecins se concentrent sur le gluten dans le blé, les premiers répétant que la renonce au gluten ne concerne qu'1% de la population. Et donc, que les régimes sans gluten ne servent à rien. En réalité, le gluten est juste un petit morceau du puzzle. C'est l'arbre qui cache la forêt des lectines. Quand on s'intéresse à celle-ci, on peut réconcilier les médecins et la population qui dit que le régime sans gluten lui fait du bien. Car il s'agit en fait d'un régime pauvre en lectine. Vous venez de rencontrer un vilain méchant dissimulé dans le blé. L'agglutinine du germe de blé, AGB.
Juste pour être clair, l'AGB n'est pas associé au gluten, mais on peut le trouver plutôt dans le son. Cela signifie que le pain blanc contient du gluten, mais pas d'AGB, alors que le pain complet contient ces deux substances à problème. L'agglutinine du germe de blé se comporte comme l'insuline, perturbant la fonction endocrinienne normale en pompant le sucre dans les cellules graisseuses et où le sucre se transforme rapidement en graisse, entraînant un gain de poids et le développement de la résistance à l'insuline, bloquer l'entrée du sucre dans les cellules musculaires, induisant encore plus de graisse corporelle et des muscles dénutris, interfère avec la digestion des protéines. 4. Favorise l'inflammation en libérant des radicaux libres qui peuvent rendre poreuse la paroi de l'intestin. 5. Réagit de manière croisée avec d'autres protéines, créant des anticorps pouvant induire des réponses auto-immunes. Ces anticorps sont différents de ceux formés lors d'une réaction au gluten. 6. Traverse la barrière hémato-encéphalique en emportant d'autres substances liées à elle, ce qui provoque des problèmes neurologiques. 7. Tue les cellules, sans distinction entre les normales et les cancéreuses. 8. Interfère avec la réplique de l'ADN. 9. Cause l'athérosclérose et le durcissement des artères par l'accumulation de plaques, ce qui n'est jamais mentionné dans la médecine conventionnelle. 10. Permet l'entrée de la grippe et d'autres virus pathogènes dans le corps à partir de l'intestin par liaison à l'acide sialique dans la muqueuse. 11. Constitue au développement de la néphrite ou de l'inflammation des reins. Alors comment éviter l'AGB? Il suffit de se débarrasser des pains complets et des autres produits à base de grains entiers. Bien que les grains entiers aient été considérés comme favorables pour la santé ces dernières décennies, il convient de rappeler qu'il y a quelques millénaires, une fois que la technologie de broyage a permis d'éliminer les parties fibreuses du blé et d'autres céréales, les classes privilégiées ont opté pour le pain blanc. Ils ont relégué les produits à base de grains entiers, riz brun, pain brun, aux paysans. Le but était d'affiner les grains afin qu'ils soient plus faciles à digérer, ainsi que pour rendre le pain plus blanc. Les Grecs et les Romains ont même eu des débats sur le pays qui avait le blé le plus blanc. Aujourd'hui, tout le monde sait que le riz brun est meilleur pour la santé que le riz blanc. Pourtant, les 4 milliards de personnes qui utilisent le riz comme grain de base en Asie ont toujours retiré la coque du riz brun, pour le rendre blanc avant de le manger. Stupide? Non. Plutôt très intelligent puisque la coque contient des lectines. Bien que croyant autrefois que tout grain blanc était moins bon qu'un grain brun entier. J'ai changé d'avis depuis.
Traditionnellement, les Chinois, les Japonais et les autres Asiatiques n'ont pas été en proie à l'obésité, aux maladies cardiaques, au diabète et autres maladies qui sont si communes aux États-Unis. J'irais même jusqu'à dire que si vous avez de l'embonpoint, il y a de fortes chances que ce soit parce que vous croyez au mythe de la qualité des céréales complètes. Malheureusement, le regain des produits des céréales complètes a réintroduit la glutinine du germe de blé, ainsi qu'une foule d'autres lectines dans notre régime alimentaire. Retour en 1894. Le docteur John Kellogg's, un médecin et directeur d'un sanatorium, échoua dans ses efforts pour amener ses patients à manger des grains entiers. Il était omnibulé par la régularité qu'il considérait comme la clé d'une bonne santé. Lorsque ses patients refusaient de les manger, lui et son frère, Will Kate Kellogg, ont trouvé un moyen de déguiser les grains entiers de maïs dans ce qui est devenu les cornflakes Kellogg's. C'est ainsi que commença un changement dans ce qui constitue un petit déjeuner sain, à savoir les céréales froides, et la genèse d'une industrie d'1 milliard de dollars. Cette industrie est rapidement passée au blé en tant que céréale parfaite pour le petit déjeuner, réintroduisant l'AGB et d'autres lectines dans notre régime alimentaire. Aucun Européen ou Asiatique n'avait jamais mangé de cornflakes jusqu'en 1945. Mais ceux-ci ont été introduits par les troupes américaines après la Seconde Guerre mondiale. Le paradoxe français ne s'applique pas seulement à la gente féminine. Les hommes français d'âge moyen ont moitié moins de maladies cardiaques que les hommes américains et vivent en moyenne 2 ans et demi de plus. La vraie raison pour laquelle les Français sont en meilleure forme et ont moins de problèmes cardiaques que les Américains est qu'ils consomment moins d'AGB. Le génome de base des plantes commande la production de lectines spécifiques, améliorant la capacité de la plante à résister aux insectes et autres parasites. Il s'agit d'une forme d'organisme génétiquement modifié, OGM. Que les plantes soient cultivées de façon biologique ou conventionnelle, cela signifie que si vous arrivez à éviter les aliments à base d'OGM, vous n'arrivez néanmoins pas à éviter les lectines. La solution est donc de contrôler quel aliment et en quelle quantité vous consommez. Le système immunitaire non spécifique est transmis de la mère à l'enfant à la naissance pour aider à combattre les agents pathogènes contre la pneumonie et les virus. D'autres lectines sont antimicrobiennes. Une autre encore inhibe la croissance du virus VIH. Les lectines dans l'ail, le melon amer et d'autres herbes possédant des propriétés thérapeutiques. Les chercheurs étudient actuellement le potentiel de certaines lectines pour traiter les cancers, car elles se lient aux membranes cellulaires. Néanmoins, si vous êtes sensible à la lectine, le fait que les lectines
induisent une inflammation chronique, compensent probablement le bénéfice de toute action anticancéreuse. Pour comprendre le paradoxe de la lectine, on peut faire le rapprochement avec certains aliments, pouvant être simultanément bons et mauvais pour nous. C'est le concept de la toxicité relative qui fait que certains composés sont mauvais pour nous en quantité importante, mais néanmoins bons en petite quantité. Ce concept est souvent exprimé comme « c'est la dose qui fait le poison ». En mangeant de tels aliments, notre système immunitaire et l'ensemble de nos cellules sont légèrement stimulés, ce qui par conséquent augmente la probabilité d'une plus longue durée de vie. Dans le cas des lectines, un peu de toxine peut avoir un rôle protecteur. Par exemple, le goût amer de certaines plantes vous avertit qu'il ne faut en manger qu'un peu. En général, les traditions culinaires qui se transmettent depuis longtemps ont eu l'habitude d'utiliser des herbes et plantes vertes amères. L'habitude de consommer des poissons en petite quantité est en fait un argument pour adopter une alimentation variée. Nous les humains, nous avons évolué en tant qu'espèces itinérantes. Il est prouvé que nos ancêtres chasseurs-cueilleurs mangeaient environ 250 espèces de plantes en les alternant. À présent, la plupart des humains en mangent même pas un dixième de ce nombre, ce qui, à mon avis, est un excellent argument, et nous le verrons plus tard, puisqu'en fait, nous avons besoin de prendre des supplémentations. En fait, dans les pays qui dépendent du gluten comme source majeure de protéines, les gens se débrouillent très bien. Le sétan, par exemple, est un aliment de base en Indonésie. Il ne contient pas d'AGB, agglutinine du germe du blé, mais juste du gluten. Pour la plupart des gens, opter pour un régime sans gluten est comme jeter le bébé avec l'eau du bain. Bébé, les protéines, et avec l'eau du bain, c'est le gluten. En France et en Italie, où le pain est produit par des techniques traditionnelles à base de levure, presque tout le pain est blanc et non brun. Il contient du gluten qui a été digéré par la levure, mais pas d'AGB. Vous serez surpris alors d'apprendre que le pain au levain, fabriqué en faisant fermenter du blé avec des bactéries et de la levure, est l'un des pains les moins nuisibles en termes d'augmentation du taux de glycémie dans le sang. En fait, les bactéries et la levure mangent à la fois les lectines et une bonne partie des sucres. Néanmoins, la transglutaminase, qui pose des problèmes car elle ne transforme pas les lectines du blé, est approuvée par la FDA, Food and Drug Administration, et n'a pas besoin d'apparaître sur les étiquettes des produits. Il est important de noter que la transglutaminase nous sensibilise également au gluten, même si nous ne sommes pas sensibles au gluten a priori. Lisez à nouveau cette dernière phase. Cela signifie que si vous pensez être sensible au gluten parce que vous avez certains symptômes après avoir mangé du pain acheté en magasin et d'autres produits à base de blé, il se pourrait que vous réagissiez plutôt à la transglutaminase. Rappelez-vous cette histoire lorsque vous consultez la date de péremption de tout pain.
biscuits, snacks, issus de la grande consommation. Si cette date ne correspond pas au jour où il a été fabriqué, le produit contient du BHT, butylhydroxytoluène, ou un autre agent de conservation similaire, tout aussi néfaste. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il faut éviter le BHT. Entre autres, parce que c'est un perturbateur endocrinien majeur, agissant comme l'oestrogène. Ceci est la dernière chose au monde que vous voudrez que vos enfants consomment. Parce que l'oestrogène invite le stock des graisses. Il favorise également la puberté précoce chez les filles et les seins chez les garçons de 7 ans. Et si vous avez besoin d'une incitation supplémentaire pour éviter ce conservateur, sachez que le BHT, et ce n'est pas une blague, est utilisé dans les liquides d'embaumement pour les morts. Certaines personnes avaient beau éviter les graisses comme la peste, être sous statine, Lipiodor, Crestor, pour réduire leur taux de cholestérol, prendre quelques médicaments pour des maux qu'ils considéraient comme normaux, manger le plus sain possible, baguette de blé entier avec fromage à la crème sans gras, omelette aux œufs et salade avec vinaigrette sur le côté, ils se retrouvaient avec une santé de moins en moins bonne. La plupart de ces patients qui venaient me consulter avaient essayé tous les régimes possibles et inimaginables. Et pourtant, voilà où ils en étaient, gros et misérables. Ensuite, d'autres patients sont apparus avec des maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, le lupus et la sclérose en plaques, ainsi que des maladies du système immunitaire telles que les lymphomes ou myélomes multiples, la maladie de Crohn et la colite. Je suis vite devenu connu comme le réparateur. Ensuite, les patients atteints de cancer au stade 3 et 4 sont arrivés. Vous aurez un choc en entendant cela, mais la plupart améliorèrent leur état de santé en suivant ma liste de nourriture. Ceci est particulièrement vrai pour de gros problèmes de santé. Une fois de plus avec le sentiment que de très petites choses, comme les lectines, peuvent causer d'énormes problèmes. En conséquence, Tony a suivi un régime et a mangé beaucoup de légumes, en excluant de son régime les grains et les pseudo-grains, les pommes de terre et autres amidons, ainsi que les haricots et autres légumineuses. La raison pour laquelle des cellules nerveuses meurent chez les personnes atteintes de vitiligo était inconnue à l'époque, mais un processus auto-immune était soupçonné. De toute évidence, les nouvelles habitudes alimentaires de Tony avaient enlevé les obstacles de son corps, ce qui lui permettait de se réparer tout seul. Il y avait là, sous mes yeux, la force d'auto-guérison du corps, selon Hippocrate, en pleine action. Encore un mot d'explication. La plupart des personnes atteintes de divers problèmes de santé croient que certains aliments ou suppléments
sont anti-inflammatoires, ce qui signifie qu'ils atténuent l'inflammation. Ce que je cherchais, pour ma part, était la cause réelle de l'inflammation, qui, si Hippocrate a raison, et il a raison, couperait l'inflammation à la base. C'est ce que j'ai trouvé avec les lectines en particulier. Le système immunitaire de Tony attaquait ces mélanocytes, bien qu'il n'ait rien fait de mal, parce que ces derniers ressemblaient à des lectines. Et parce que mon régime avait purgé les lectines de son alimentation, la cause de l'inflammation avait été enlevée. Pendant des centaines de millions d'années, les plantes ont développé une stratégie pour créer des protéines, comme les lectines, ayant une ressemblance frappante avec les structures critiques de leurs prédateurs. Lorsque les lectines traversent la paroi intestinale, elles activent le système immunitaire, qui commence à tirer à vue sans sommation, touchant à la fois les lectines et les structures critiques ressemblant aux lectines. Il ne faut pas oublier que l'objectif initial des lectines est de créer une réponse auto-immune contre les nerfs de l'insecte pour le paralyser. Et ce que j'ai trouvé, c'est que les lectines et peut-être d'autres protéines étrangères jouent un rôle important dans la perturbation de la communication entre les cellules. Je vous révélerai les causes de cette attaque immunitaire sur vos artères coronaires un peu plus tard. Mais soyez prêts. La confusion de la fonction de scan sur des codes barres apparemment identiques se traduit par des attaques injustifiées, et c'est la cause sous-jacente de la plupart de nos maladies actuelles et problèmes de santé. Certaines lectines sont spécifiquement conçues par les plantes pour ressembler à des composés qui sont considérés comme nuisibles par le corps, tels que les lipopolysaccharides, LPS, qui sont les molécules composant les parois cellulaires de certaines bactéries dans notre microbiote. Ils posent de sérieux problèmes. Les LPS sont des fragments de bactéries qui sont constamment produits lorsque les bactéries se divisent et meurent dans votre intestin. Ils traversent votre paroi intestinale et puis se déplacent dans le corps avant de se fixer dans les graisses saturées. Mais la mauvaise nouvelle est que nos cellules immunitaires, qui patrouillent à la recherche de ces corps étrangers, peuvent confondre la structure des lectines avec celle des LPS et les attaquer, comme si des bactéries avaient été lâchées dans votre système, enflammant encore plus votre corps en conséquence. Mais l'astuce la plus dangereuse des lectines, et que je vois maintenant tous les jours chez mes patients, est qu'elles ont une incroyable aptitude à imiter les protéines du corps humain, favorisant ainsi les réactions auto-immunes. C'est une ruse des plantes pour affaiblir